Bonjour à tous, chers élèves de seconde. Nous allons donc reprendre sur l'enseignement qui est donné dès la fin de l'époque médiévale, avec l'invention donc des arts libéraux qui s'inspirent directement de l'Antiquité grecque et romaine. Donc des arts libéraux qui sont divisés en 7 ans, le trivium et le quadrivium. Le trivium étant plutôt l'art oratoire, l'écriture, le savoir de lire, alors que le quadrivium c'est plutôt les matières scientifiques. D'accord? Je vous expliquais donc que ça, c'est quelque chose qui est diffusé dans des écoles urbaines et cathédrales dès le XIIe siècle. À partir du XIIIe siècle apparaissent les universités, dont l'une des premières étant celle de la Sorbonne à Paris, mais on en voit également au nord de l'Italie comme à Bologne, on en voit également dans le sud de la France comme à Montpellier, ou en Angleterre avec par exemple Oxford. D'accord? Ce qu'il faut voir, c'est que dans ces universités, donc vous allez arriver à partir de l'âge de 15 ans, à peu près 16 ans, donc ce qui correspond aujourd'hui au lycée, et c'est des universités qui vous engagent pour 7, 8, 9 années d'études. D'accord? Il y a trois spécialités dans ces universités. C'est soit vous allez faire des études de théologie, c'est-à-dire l'étude de tout simplement la religion, les textes sacrés, vous allez étudier les textes sacrés, ou alors vous allez avoir du droit, voilà, sachant qu'à l'époque le droit est divisé en deux branches. D'un côté le droit canonique, c'est-à-dire le droit réservé aux hommes d'église, et de l'autre le droit civil qui s'inspire de la loi romaine. Par exemple, les textes de Justinien sont traduits, donc l'empereur de Constantinople, et va être réutilisé comme droit civil, donc pour rendre la justice pour le commun des mortels, pour ce qu'on appelle à l'époque les laïcs. Et enfin la médecine qui est la troisième branche, d'accord? Comme aujourd'hui, chaque université est également, enfin, est réputée pour un domaine d'expertise en particulier, même si on peut y trouver tous les types d'enseignements. Mais par exemple, à Paris, c'est vrai que c'est l'une des universités les plus réputées pour la théologie. Montpellier pour la médecine, Bologne pour le droit. Bref, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, à partir du XIIe siècle, on s'aperçoit qu'on a un intérêt pour l'écrit qui devient central. L'écrit devient un petit peu une preuve, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir, en gros, mettre en avant vos avantages, mettre en avant votre juridiction à partir des textes écrits. Et donc, forcément, on passe dans une société de l'écrit dès le XIIe siècle. Alors, société de l'écrit, on s'entend bien, c'est une société qui ne concerne qu'une élite. D'accord? Peu de gens savent lire et écrire, mais malgré tout, on observe que de plus en plus dans la cour du roi, on va avoir des auteurs. L'Église, évidemment, est l'un des principaux lieux d'alphabétisation, mais il ne représente que 2% de la société. Donc, voilà, malgré tout, c'est à signaler. Et nouveau cas de figure, c'est évidemment le développement des marchands, de la classe sociale des marchands, où notamment en Italie, on a des cités-États, comme Venise, Gênes, où forcément, pour pouvoir mettre à jour les stocks, on va se spécialiser dans l'écrit, et donc on sait compter. Et on a récupéré des livres de change de l'époque qui montrent on enseigne à lire et écrire à des jeunes marchands. Alors, évidemment, on sait que c'est des populations qui sont assez aisées, mais ce qui fait que dans certaines villes italiennes, comme Gênes, Venise ou autres, on peut avoir un taux d'alphabétisation assez appréciable par rapport au reste de l'Europe. Donc, on a, contrairement à ce que Rabelais nous montre, contrairement à ce que nous montre notamment Pétrarque, autre auteur de la Renaissance, une époque médiévale qui est loin d'être sombre, obscure, sans avancée intellectuelle, mais pour autant, on a ce sentiment au début, fin du XIVe siècle, début du XVe siècle, que là, on a un renouveau qui se joue, notamment, bon, bah, avec plusieurs raisons, hein. La première pour les contemporains, c'est que c'est la fin de la peste noire. En tout cas, la peste noire est moins omniprésente, donc on passe d'une âge où tout le monde meurt à un taux de survie un peu plus élevé, on va dire, hein. Mais également, ça c'est la grande invention du XVe siècle, c'est forcément l'invention de l'imprimerie. Par Gutenberg, donc au milieu du XVe siècle, qui va révolutionner complètement notre consommation à l'écrit, puisque là où on pouvait produire que quelques dizaines de livres par personne durant une vie, bah là on va pouvoir en produire des centaines, voire des milliers, voire des millions en très peu de temps. Je vais vous donner des chiffres un petit peu pour comparer. Avant 1450, donc avant l'invention de l'imprimerie, on a conservé sur toute l'époque médiévale quelques milliers de livres. Pourquoi? C'est simple, c'est que les livres sont principalement réalisés par des moines, dans ce qu'on appelle des scriptoriums, et on considère en moyenne qu'un très bon moine, qui sait très bien écrire, il lui faut 3 jours, enfin excuse-moi, une journée pour écrire 3 pages. Donc 3 pages par jour pour un ouvrage qui fait 100 pages, je vous laisse faire le calcul, mais globalement, il faut la moitié d'une année, si ce n'est plus, pour rédiger un ouvrage en entier. Ce qui sous-entend, d'ailleurs, on va le préciser tout de suite, que ces transcriptions peuvent être fausses. Il peut y avoir des erreurs qui se rajoutent au fur et à mesure de l'écrit, et donc forcément, on va avoir au fur et à mesure des textes qui vont être recopiés, mais recopiés parfois
pas correctement, et ce qui va entraîner des problèmes de traduction par la suite, puisque un livre qui a été mal transcrit, il ne peut pas être bien traduit, puisque je vous rappelle que quand on transcrit un ouvrage, ça veut dire qu'on le recopie dans la langue d'origine, mais lorsqu'on le traduit, ça veut dire qu'on traduit donc dans la langue moderne. Donc par exemple, des textes du latin ou de l'hébreu qui ont été transcrits, s'ils ont été mal transcrits, pour le retraduire, ça va être problématique. Bref, donc pour revenir aux chiffres, donc quelques milliers de livres avant 1450. Entre 1450 et 1500, on a conservé, attention, accrochez-vous bien, quasiment 15 millions de livres. Voilà. Et entre 1500 et 1600, 210 millions de livres. Donc, on a une explosion du livre. Alors, comment fonctionne cette imprimerie? C'est simple, c'est que vous avez en fait une sorte de machine à presse et il faut changer les caractères qui sont donc en métal. Et à chaque fois, en fait, ça vous permet de produire 100 fois la même page, ce qui fait gagner énormément de temps. Alors, ça reste long, hein, puisqu'il faut pouvoir changer les caractères pour chaque page, mais imaginons qu'un ouvrage, vous voulez le reproduire en 100 exemplaires, et en une journée, vous pouvez facilement faire 100 pages, et voire plus, ce qui vous fait gagner du temps de production. Et ça, c'est nouveau. Et c'est ce qui va faciliter la diffusion du savoir. Parce que qui dit plus de livres, dit plus de savoir. Et en plus de ça, en plus du développement de l'imprimerie, se rajoute la découverte en Europe dès le XIIe siècle du papier, qui va se démocratiser au XIVe, XVe siècle, notamment grâce à des moulins à vent ou à eau. Et donc, on va pouvoir produire donc, du papier qui coûte peu cher puisque ce sont des végétaux, c'est plus l'animal, c'est pas des parchemins. Et donc grâce à l'invention de l'imprimerie et au papier, les deux cumulés font qu'on va, au cours du XIVe, XVe siècle, assister à une explosion du nombre d'ouvrages permettant une plus grande diffusion du savoir. Mais voilà. Ce qui fait que là, oui, en effet, on peut parler de renaissance dans le sens de renouveau. Alors là, dans le sens en fait plutôt d'avancée technique qui permettra un renouveau, notamment dans la manière de penser, notamment de penser l'homme, puisque c'est l'âge d'or, la Renaissance, c'est l'âge d'or de l'humanisme.